Qui était Malek Ben Nabi? Que faut-il retenir de son œuvre et de sa pensée? On en parle tout de suite avec Jamel El-Hamari. C'est sur Mizan TV. Alors Jamel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors vous êtes docteur en islamologie à l'université de Strasbourg. Vous êtes également chercheur associé à l'Institut catholique de Paris. Et vous êtes notamment l'auteur de deux ouvrages. On va citer Malek Ben Nabi, Une vie au service d'une pensée, aux éditions Al-Bouraq. Et prochainement apparaître La vocation civilisationnelle de l'islam chez Malek Ben Nabi, aux éditions du Cerf. Alors, on entend souvent parler de Malek Ben Nabi, il fait partie des intellectuels musulmans contemporains du XXe siècle notamment, qui sont les plus cités avec Iqbal et dans un autre registre Guénon. Mais finalement, on connaît assez peu de choses de sa vie, de sa biographie. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques repères sur sa vie, à quelle époque vivait-il, dans quel contexte, pour peut-être mieux connaître le personnage? Alors tout d'abord, merci pour votre invitation. Alors, concernant Malek Ben Nabi par rapport effectivement à Iqbal ou à René Guénon, il y a eu un regain d'intérêt pour Malek Ben Nabi, on va dire à partir des années 2000, après avoir, on va dire, fait une petite traversée du désert. Malek Ben Nabi est né en 1905, il est mort en 73, et on va dire qu'entre 73, le 31 octobre, le jour de son décès, et 2003, l'année où Bouteflika, président de l'Algérie, fait un discours en citant Malek Ben Nabi, en guise d'hommage, pendant 30 ans, il est cité, mais il n'a pas l'envergure d'un Mohamed Iqbal ou d'un René Guénon. René Guénon, il y a eu des disciples très connus, que ce soit Michel Valsan, Chuon à un moment donné, qui ont parlé de René Guénon. Mohamed Iqbal était dans une pensée islamique anglophone, et donc effectivement l'anglais, qui est une langue, la première langue parlée dans le monde, a fait qu'il y a eu une diffusion de la pensée d'un Mohamed Iqbal. Malek Ben Nabi dans sa vie n'a pas bénéficié des atouts de ces deux intellectuels musulmans. Et parfois, on se rend compte qu'au vu de sa vie, que c'est quelque chose d'exceptionnel d'avoir publié plus d'une vingtaine de livres, écrit plus de 150 articles, avec la vie qu'il a eue. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu une forme d'occultation entre le moment de sa mort et jusqu'aux années 2000, vous le disiez? Est-ce que vous considérez qu'il y a eu une forme d'occultation de son message pour des raisons justement internes à ce message? On y reviendra quand on abordera sa pensée, ou est-ce tout simplement autre chose? Alors, je pense pas qu'il y ait je pense qu'il y a une volonté peut-être de mettre sous silence la pensée d'un intellectuel musulman atypique. Malek Ben Nabi, alors peut-être pour reprendre et pour nos internautes qu'on puisse un petit peu le citer, donc il est né le 1er janvier 1905, il est mort le 31 octobre 1973, et il a vécu 4 grandes périodes historiques. La première, c'est l'apogée du colonialisme, 1905 jusque, on va dire, 1918, hein, voilà, la Première Guerre mondiale. Ensuite, l'entre-deux-guerres, où il y a l'éveil, on va dire, d'une conscience musulmane, ou en tout cas des musulmans indigènes d'Algérie. Et c'est à ce moment-là où il se forme en tant qu'étudiant. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, où il commence à écrire, donc 1945-1962, où là on est dans une guerre de libération nationale, et donc il écrit aussi dans ce contexte-là, et ensuite 62-73, où il revient à partir de 1963 pour penser l'Algérie, le monde musulman, mais dans un contexte d'indépendance. Donc Malek Ben Nabi, c'est 4 grandes périodes historiques, et le véritable tournant chez Malek Ben Nabi, pour moi il y en a 2. Premier, c'est que c'est quelqu'un qui se revendique du réformisme musulman orthodoxe, qui a été formé quelque part à proximité à Constantine de l'école de Cheikh Ibn Badis, donc de l'association des ulama.
Et le premier tournant, c'est quand l'association des ulama accepte de rejoindre le Congrès musulman algérien et se rend à Paris pour rencontrer Léon Blum et porter les aspirations du peuple algérien. Malik Benabi, en 1936, il est à Paris. Et pour lui, c'est un choc. Il se dit, comment se fait-il, selon son point de vue, il considère que le travail culturel, intellectuel, civilisationnel de l'association des ulama des années 20, des années 30 était au-dessus du politique. Comment se fait-il qu'il rejoigne la meute politique politicienne emmenée par les Boumendjel, Ferhat Abbas, toute la fédération des élus qui va rejoindre. Pour lui, ce travail de fond ne devait pas se rabaisser au niveau politique. Vous voulez dire que pour Malik Benabi, l'association des ulama d'Algérie ne devait pas jouer un rôle politique, elle devait se spécialiser dans un travail d'éducation, de conscience, enfin de la conscience musulmane algérienne, parce qu'on est dans un contexte aussi d'éveil de nationalisme aussi, hein, voilà. Donc pour lui, l'association des ulama algériens ne devait pas jouer de rôle politique. Ah non. À aucun moment. Pour lui, l'association des oulémas faisait un travail extraordinaire de conscientisation, d'éducation. Sur le plan de l'islam, redorer la personnalité musulmane, lutter contre toute forme d'acculturation, ou en tout cas toute politique d'acculturation mise en œuvre par l'administration coloniale, et insister à la fois sur la langue arabe et des mosquées libres, dans un contexte de la laïcité, de la loi 1905, qui n'a jamais été appliquée dans les 3 départements français en Algérie. Donc pour lui, il faisait un travail extraordinaire. Et lui, il était à Constantine, il le voyait de ses propres yeux. Mais dès lors, et pour lui, c'est un travail politique, mais au sens noble du terme. C'est pas... et pour lui, l'association des oulémas qui luttait contre ce qu'il appelait le virus maraboutique, finalement a cédé à un autre virus, le virus de la politique, voire même de la boulitique, tel que, pour reprendre le terme de Malik Benabi, c'est-à-dire une politique politicienne, une politique démagogique, alors que les enjeux étaient civilisationnels et qu'il fallait rester dans ce créneau, à un niveau méta, à un niveau au-dessus du niveau de la politique politicienne. Donc ça, c'est la première trahison. Et c'est quelqu'un qui est assez courageux quand même. Il y a une rupture avec l'association Une rupture, à partir de cette rencontre avec Léon Blum. Ah oui, il formule ses griefs, ses critiques, et donc il profite de la venue de la délégation des oulémas en 1936. Ils sont dans un hôtel parisien, et il vient les voir. Et à ce moment-là, il a que 31 ans. D'accord. Et d'ailleurs, l'association des oulémas, quand ils vont mettre le cheikh Foudil Ouartilani, jamais l'association des oulémas ne lui trouvera un emploi au moment où il est dans la difficulté, alors que lui voulait en fait. Ça, pour moi, c'est un premier tournant qui fait que finalement sa famille intellectuelle, il prend ses distances lui, mais en même temps, du coup, l'association des oulémas ne le met pas en avant. Et un jeune comme Malik Benabi avait besoin d'une structure pour le mettre en avant. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est 1949, la sortie des conditions de la Renaissance et toute une réflexion au moment où les Algériens luttent pour leur indépendance, toute une réflexion historique, spirituelle, religieuse, une véritable pensée islamique, mais qui va à un moment donné faire que Malik Benabi va conceptualiser la notion de colonisabilité. Alors on y reviendra peut-être sur des idées. Ça, c'est un deuxième tournant, non pas avec l'association des oulémas, sa famille spirituelle, intellectuelle, religieuse, mais avec le mouvement national algérien dans sa diversité. Et quelque part, que ce soit la tendance de Ferhat Abbas, de Messali Hadj, ou même du Parti communiste algérien, ils s'entendent tous, alors que c'était pas gagné. Ils s'entendent tous concernant la critique vis-à-vis de ce concept de colonisabilité. Donc c'est le deuxième, à mon avis, c'est le deuxième tournant. Et le troisième tournant, c'est finalement l'accueil extrêmement élogieux, favorable de la pensée de Malik Benabi dans le monde musulman oriental, qui fait défaut
qui fait finalement même il va y avoir une certaine distance. Il est reconnu par des oulémas d'Al-Azhar. Il rencontre Nasser. Sadat lui demande d'écrire un livre. Donc il a été en Égypte, on l'a pas dit, mais voilà, il voyage. Il rencontre le jeune colonel Kadhafi qui l'accueille et qui écoute vraiment avec beaucoup d'attention sa pensée. Il est reçu par le roi Faisal d'Arabie Saoudite. On est surpris. Moi, je suis surpris en tant que chercheur de voir le décalage qu'il y a entre la réception de Malek Bennabi de son vivant après l'indépendance nationale d'Algérie en 62 et le décalage qu'il y a avec la réception dans le monde musulman. Et même dans le Maghreb, nul n'est prophète en son pays, mais même quand, par exemple, au Maghreb, au Maroc, il est invité par Ali El-Fassi. En Tunisie, il est invité pour un congrès sur la culture. Donc il y a quand même une reconnaissance. Et même dans le monde musulman africain, il est aussi reconnu. Mais paradoxalement, en Algérie, on ne lui pardonne pas. Finalement la notion de colonisabilité qu'on a considérée, à mon sens à tort, comme un chèque en blanc pour la politique coloniale française en Algérie. Alors, il voyage beaucoup, peut-être un dernier élément biographique, donc on parle de l'Égypte, vous parliez de la France. Est-ce que ces voyages ont participé de sa construction, de la construction de sa vision civilisationnelle? On va y revenir tout de suite là-dessus. Qu'est-ce qu'il tire finalement de ces observations, de ces différents voyages et l'Europe, finalement, quel est son rapport à l'Europe? Est-ce seulement un rapport intellectuel? Alors, il y a la France, est-ce qu'il a connu d'autres pays européens? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? En répondant à cette question, on va pouvoir aussi déjà présenter aux internautes une des raisons qui fait encore le succès de Malek Bennabi aujourd'hui. C'est que Malek Bennabi, c'est quelqu'un qui a toujours été dans de multiples tensions. Il est très jeune dans une école française, et en même temps, avant d'aller dans cette école française, il va dans une école coranique, où il apprend le Coran et la langue arabe. En Algérie, il grandit à Tébessa, qui est une ville moyenne en Algérie, et en même temps, il va dans une ville symbole de la culture, comme Constantine. Et en même temps à proximité du cheikh Ibn Badis. C'est quelqu'un qui va vivre quasiment plus d'une vingtaine d'années en France. Et en même temps, qui va vivre également l'Algérie colonisée et qui va vivre également l'Égypte nassérienne. C'est en même temps quelqu'un, quand il va arriver sur Paris, il va être à la fois, avant d'arriver dans le quartier latin et de côtoyer tous les jeunes nationalistes maghrébins. On est en quelle année à ce moment-là? On est dans les années 30. Il rejoint un an après, donc en 1930, il revient en France poursuivre ses études et il se rapproche de l'Union des jeunes gens chrétiens. Donc une organisation protestante. Et là, du coup, il dit, pour la première fois, je ressens une fierté d'être musulman. Et donc c'est dans le rapport à l'altérité où il va développer toute une réflexion sur l'islam, les problèmes de l'islam. Et son ami Mohamed Ben Saïd, qui va être un étudiant en islamologie, va contribuer encore plus à faire de Malek Bennabi un écrivain sensible aux problèmes du monde musulman. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, notre dualité, c'est que finalement, c'est quelqu'un qui va rejoindre le quartier latin et qui va être en contact avec d'autres jeunes, comme Mohamed El-Fassi, qui est quand même un parent de Ali El-Fassi, grand nationaliste marocain, mais également d'autres nationalistes tunisiens qui vont jouer un rôle majeur auprès de Bourguiba en Tunisie. Et donc pour lui, et en même temps, tout ce noyau d'étudiants maghrébins, il est en lien avec toute la dynamique panarabiste de Chekib Arslan, qui a ses élèves à Paris. Donc c'est quelqu'un qui a déjà une ouverture, qui est dans une tension entre deux dualités permanentes. Et en même temps, c'est quelqu'un qui va découvrir Tagore, Gandhi, et donc il se dit, pour la première fois en découvrant cette pensée asiatique, je vais me désafricaniser. Et je vais changer mon rapport et avec ma colonisabilité et avec le colonialisme. Donc Malek Bennabi, c'est tout ça à la fois, et c'est ce qui fait effectivement son charme. Alors vous écrivez dans le chapitre 1 de votre ouvrage Malek Bennabi, une vie au service d'une pensée, aux éditions Le Bouraq, vous écrivez ceci: l'écrivain colonisé vit la plupart du temps dans des conditions matérielles précaires. Écrire pour lui n'est pas un luxe, un plaisir ou une coquetterie,
mais une nécessité, un besoin d'atténuer une douleur intérieure. L'écriture est une thérapie pour soi et pour sa communauté. Elle permet de mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X. Fin de citation. Donc, Malik Bennabi, un écrivain colonisé, c'est le titre de ce chapitre. Ça peut peut-être nous permettre de faire le lien avec la notion de colonisabilité que vous évoquiez précédemment et donc qui a fait l'objet d'une mauvaise réception en Algérie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette notion, peut-être nous décrypter un peu plus cette colonisabilité? Alors, peut-être juste avant d'aborder le point sur la colonisabilité, rappelez que c'est un écrivain colonisé et qu'il écrit dans un contexte où son pays est colonisé depuis plus d'un siècle. Et quand on dit écrire pour lui, c'est atténuer une douleur, oui, c'est une douleur. Et je pense que c'est une de ses motivations premières qui fait qu'à un moment donné, il décide de prendre la plume. Je donne un petit épisode, je relate une petite anecdote de sa vie. Le jour où la France, en Algérie, fête les 100 ans de colonisation en 1930, il raconte dans ses mémoires qu'il reste chez lui. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, se sent humilié. Il sait qu'il appartient à une grande civilisation, il sait qu'il appartient à un grand pays, mais que l'histoire de son pays n'a pas commencé en 1830 quand la France vient en Algérie. Mais en même temps, toute la propagande de l'administration coloniale, c'était de dire que si les musulmans sont en retard, c'est de la faute de l'islam. Grosso modo, suivez mon regard, si vous vous éloignez de l'islam, vous allez retrouver la route de la civilisation. Et c'est ce qui va le pousser finalement à faire une investigation dans l'histoire. Et c'est à travers tout un travail historique, notamment avec une étude de sa part, il lit Ibn Khaldoun alors qu'il est encore qu'adolescent, il le relate dans ses mémoires. Tout ce travail-là va le pousser finalement à faire une esquisse de civilisation de l'islam, avec 3 grands temps. Un temps de la phase de l'âme, où finalement les musulmans sont portés par l'idée religieuse de l'islam, et qu'à partir de la bataille de Siffin, donc 657, il y a une rupture dans la conscience musulmane, il y a une rupture dans la société musulmane. Donc du début de la révélation, cette phase de l'âme commence à la révélation du prophète. Autour des années 610. Et jusqu'à 610 et jusqu'à cette bataille de 657. 657. Donc il y a une phase de l'âme et il donne des exemples quand il voit dans la société médinoise les Médinois qui partagent leurs richesses avec les Mécois et comment le prophète de l'islam sallam, comment il va créer les conditions d'une fraternisation. Il va parler également de l'épisode de Dar al-Arqam où pendant 3 ans, le prophète de l'islam va former un noyau d'une 40aine de personnes, des hommes et des femmes. Et en fait, comment ce noyau-là va être d'une telle solidité que finalement tous les autres vagues de conversion vont regrouper, vont s'agréger autour de ce noyau extrêmement solide. Et donc le prophète de l'islam meurt en 632 et finalement il y a toute une dynamique qui est lancée. Et pour lui, la première rupture, c'est la bataille de Siffin. Pour lui, comment se fait-il que des compagnons du prophète qui ont combattu, qui ont été éduqués sous une même bannière de l'islam, derrière un seul homme, comment se fait-il qu'ils se divisent et que cette société musulmane se divise en deux? Pour lui, il y a une première rupture. Qu'à partir de là, de 657 jusqu'au milieu du XIIIe siècle, 1258, chute de Bagdad, 1269, la chute de la dynastie des Almohades. Donc le monde musulman est touché dans son Orient et dans son Occident. Pour lui, il va y avoir finalement une phase de la raison. Et cette phase de la raison, finalement, pour lui, l'âge d'or, c'est pas Cordoue. L'âge d'or, c'est pas Bagdad. L'âge d'or, c'est ce dont on vient de parler avant. C'est cet élan spirituel, cet élan mystique qui fait que les musulmans sont portés par cette phase finalement entre le 7e et le 13e siècle. C'est une phase de la raison. Nous, aujourd'hui, on considère au contraire que c'est l'âge d'or. Pour lui, non. Et finalement, cet âge d'or ne vient que consommer, non pas l'idée originale de l'islam, mais qu'une dénaturation de l'idée première de l'islam. Donc finalement, c'est une expérience historique, mais parce qu'elle n'a pas utilisé tout le potentiel spirituel de l'islam, il y a la possibilité de relancer un cycle civilisationnel. Donc là, on est au milieu du XIIIe siècle, et là, on commence à rentrer dans un déclin.
Et il donne comme exemple le fait que la Muqaddima d'Ibn Khaldoun, quand elle est publiée, ne pousse pas les musulmans à relancer une dynamique civilisationnelle. Et donc, cette colonisabilité commence la colonisabilité. Et la colonisabilité, c'est deux choses. C'est à la fois une période historique, dont les contours sont assez flous. Donc on peut dire milieu du XIIIe siècle jusqu'à la colonisation, le début de la colonisation française, donc 1830. Et en même temps, sur le plan des caractéristiques, sur le plan philosophique, c'est un catalogue de complexes endogènes qui finalement précèdent la colonisation. Complexe d'infériorité ? Complexe d'infériorité, le fait que l'homme musulman est un homme qui a démissionné de l'histoire, que finalement l'idée religieuse de l'islam n'est plus là pour permettre de créer du lien social, pour agréger des différentes tribus, différentes communautés, mais qu'au contraire, finalement l'islam est tellement mis de côté que finalement ça désagrège la société. Et finalement on finit par trouver des subterfuges à la religion, des moyens, prendre la religion comme un moyen finalement de quitter nos obligations temporelles pour mieux, si je peux me permettre l'expression, mieux planer. Et il donne un exemple, c'est-à-dire que pour lui, finalement, on rentre dans un déclin dès lors que le maraboutisme gagne à pignon sur rue. Alors vous dites justement, pour Ben Nabi, donc dans le chapitre 4 du même ouvrage, pour Ben Nabi, la chute de la société musulmane a été la chute du musulman dépouillé désormais de sa mission de faire le bien et de réprimer le mal. L'homme malade musulman eut d'abord à son chevet le maraboutisme, qui ne pouvait ni le guérir, ni l'achever. Alors voilà, quelles sont ces critiques, aux critiques de la Renaissance musulmane? Quelles sont les critiques que Ben Nabi formule à l'encontre de cette Renaissance musulmane, justement? Bon, déjà, il est très dur sur le maraboutisme. Là, il y a aussi une critique à formuler concernant Malik Ben Nabi, c'est que dans le maraboutisme, c'est un peu un mot valise. Il va nous mettre du soufisme, il va nous mettre également la mystique, il va nous mettre le confrérisme, et il va nous mettre le maraboutisme. Si on fait un peu une étude sérieuse, c'est quatre termes différents. Alors, il peut y avoir un environnement commun, mais la critique, à mon sens, est très violente de la part de Malik Ben Nabi, alors que lui-même est dans une démarche, finalement, même s'il ne l'avoue pas, il y a une démarche mystique. Mais sa mystique, c'est pas celle des confréries soufis, mais c'est celle d'un Ibn Badis, c'est-à-dire une mystique de l'islah, une mystique de l'action. C'est un petit peu comme comment lui, il se positionne par rapport à la mystique traditionnelle musulmane. Et en même temps, par rapport au mouvement réformiste, il s'inscrit dans cette continuité, mais en même temps, il se pose en rupture. Le premier tournant, c'est de voir finalement que, j'en parlais tout à l'heure avec l'association des oulémas, donc il n'est pas content, mais en même temps, intellectuellement, à ce moment-là, il prend vraiment ses distances. Il considère que le mouvement réformiste, il y a une tendance moderniste, qui finalement... et dans l'imitation de l'Occident ? Dans une imitation de l'Occident, et également une autre forme de réformisme également, mais qui est aussi dans une forme d'imitation. Et il considère que ces deux mouvements-là n'ont jamais été jusqu'au bout de leurs idées, n'ont jamais été jusqu'au bout de leurs archétypes. L'un pense que uniquement en revenant à l'âge d'or de l'islam des salafs, ça suffit. La nostalgie comme compensation du déclin du réel, quoi. Une pensée nostalgique finalement. Et de l'autre côté, une pensée qu'il considère un peu comme agitée, qui consiste à croire que en faisant comme l'Occident, en achetant ses produits, on va réussir à faire une civilisation. Et lui propose au contraire, dès les conditions de la Renaissance et surtout vocation de l'islam, pour donner des éléments pour qu'on puisse le situer, parce qu'il faut le situer intellectuellement, Ben Nabi. Ça, en soi, ça demande... Moi, ça m'a demandé plus de 10 ans. Et c'est un vrai travail qu'il faut faire. En tout cas, lui donne lui considère que sa pensée, c'est un peu une synthèse entre une démarche d'un Mohammed Iqbal et en même temps la démarche d'un Hassan al-Banna.
Et il considère qu'à la fois la démarche d'un Hassan al-Banna, c'est-à-dire être sur le terrain et de faire du Coran une vérité travaillante, ça va dans le bon sens. Et qu'en même temps, la démarche d'un Mohammed Iqbal, qui élève le niveau sur le plan intellectuel, qui déconstruit sur le plan philosophique, permet de redonner à l'ijtihad ses lettres de noblesse. Et en même temps, dans mes recherches, j'ai pu me rendre compte également, il faudrait peut-être creuser un peu plus loin, mais qu'il a plutôt des termes, à quelques moments, des termes élogieux vis-à-vis de René Guénon, la métaphysique de René Guénon. Donc il connaissait l'œuvre de Guénon. René Guénon, bien évidemment. D'accord. Et il le cite même dans des articles, dans ses écrits. Donc c'est intéressant de voir un petit peu pour situer le. Quel est son rapport à Guénon? C'est un rapport juste, il ne multiplie pas les commentaires sur son œuvre, ou qu'est-ce qu'il dit sur Guénon par exemple? Je pense qu'il y a, ça fait partie de mes recherches en cours, mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que sa démarche autour les moments où il cite René Guénon, sachant que Malek Bennabi cite très peu ses sources. Donc nous, il y a tout un travail extrêmement compliqué, ingrat à faire. Cette idée, finalement, cette métaphysique de René Guénon, ou cette tradition, on peut la rapprocher effectivement avec parfois un peu cette idée religieuse, où finalement, l'idée religieuse, peu importe la religion, a une fonction sociale. Il y a sans doute un parallèle à faire entre ces deux-là, et qui mérite d'aller encore un petit peu plus loin. Parfois, je me demande si l'idée même de la tradition ne joue pas un peu le rôle de l'idée religieuse dans la pensée de Malek Bennabi. Alors précisément, qu'est-ce que met Bennabi derrière ce vocable d'idée religieuse? Lui, dans l'idée religieuse, dans son idée religieuse à lui, pour lui, toutes les épopées civilisationnelles ont pour point de départ l'émergence d'une religion, d'un prophète, d'un message religieux. Et Donc les prophètes sont les moteurs de l'histoire. Exactement. L'idée religieuse, la religion est moteur de l'histoire. C'est très engageant comme réflexion. Et pour lui, si vous voulez, cette idée que l'idée religieuse joue ce rôle de moteur de l'histoire, finalement, ça irrigue toute sa pensée. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait un travail de recherche sur l'idée religieuse, parce que pour moi c'était la clé de voûte vraiment de la pensée de Malek Bennabi. Et dans ce que je lisais sur Malek Bennabi, on parlait de l'idée religieuse, mais on donnait ses caractéristiques. Mais on parlait surtout de civilisation, de culture. Et je trouvais que Malek Bennabi, on lui faisait jouer un rôle qui n'était pas forcément le sien, alors que lui, sa réflexion, il faut le mettre dans son contexte islamique. Il faut le faire discuter avec Ibn Khaldoun. Pourquoi Ibn Khaldoun considère que c'est la rasabiya, l'esprit de corps, qui est le moteur de l'histoire, et pourquoi Malek Bennabi, qui a élu Ibn Khaldoun, considère au contraire que c'est la religion qui est le moteur de l'histoire. Ça, ce sont des véritables, des vraies questions que je me suis posées dans mon travail de thèse. Alors quelles sont les caractéristiques de l'idée religieuse islamique, si je puis dire, puisque vous disiez que pour Bennabi, chaque civilisation est le produit d'une idée force, d'une idée religieuse, d'une religion, d'un message religieux. Est-ce qu'il développe, est-ce qu'il précise ce que sont pour lui les caractéristiques de l'idée religieuse islam? Alors, il développe le problème des idées dans le monde musulman, d'ailleurs, qui a été un des livres qui a été édité par les éditions Al-Borak. Là, il creuse un peu plus. Pour lui, il considère que chaque idée religieuse porte deux promesses. Une promesse majeure, une promesse mineure. L'islam et les religions monothéistes, dans leur promesse majeure, c'est le paradis. Ou l'enfer, si effectivement on se comporte contrairement aux enseignements des religions. La première des choses. Ensuite, il y a une promesse mineure. Et pour lui, la promesse mineure, c'est ce qui va donner le dynamisme dans la pensée de Malek Bennabi, c'est que l'islam doit mener les musulmans à une civilisation. Elle l'a déjà fait historiquement,
mais que là, aujourd'hui, le contexte ne se prête plus à une nouvelle civilisation comme celle qui a existé précédemment. Aujourd'hui, les musulmans doivent se poser deux questions. À partir de l'idée religieuse de l'islam, qu'est-ce que l'islam apporte dans cette civilisation humaine et quelle contribution des musulmans il pourrait y avoir dans cette civilisation humaine à l'œuvre. Voilà l'originalité, la singularité de la pensée de Malek Benabi. Et il donne trois caractéristiques, en plus de ce que je viens de dire, trois caractéristiques dans la pensée, dans l'idée religieuse, c'est que l'idée religieuse joue à trois caractéristiques. Un pouvoir de tension avec Dieu, un pouvoir d'adhésion, c'est-à-dire que finalement on crée une communauté, et un pouvoir d'orientation, avec un certain nombre de principes, un certain nombre de valeurs qui vont orienter le témoignage de ce groupe, qui est héritier d'un message spirituel, dans le monde. Et donc, ces trois caractéristiques-là, elles ne changent jamais. Et donc, toute l'originalité de sa pensée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui fait la quintessence de l'idée religieuse de l'islam? C'est ça, voilà, très bien. À partir de cela, comment nous, on peut intérioriser ces caractéristiques pour jouer et pour renouveler, repenser notre témoignage, non pas comme les réformistes voulaient, c'est-à-dire finalement faire un copier-coller du modèle, sachant que les conditions ne sont plus du tout les mêmes et que c'est impossible, mais de reprendre ce que l'on peut reprendre pour témoigner dans cette civilisation humaine. Et il dit, et c'est encore son originalité, que le travail finalement de réforme qu'il propose, finalement toutes les grandes civilisations doivent le refaire. C'est plus une civilisation, la civilisation musulmane qui reprend l'héritage civilisationnel des Byzantins ou des Perses, qu'il renouvelle et qui apporte sa contribution qui va lancer la renaissance dans la civilisation occidentale. On n'est plus dans un témoin que l'on transmet à une autre civilisation. Là, on est dans toutes les anciennes civilisations et il y met la civilisation occidentale. Dans cette table ronde qu'est la civilisation humaine, qu'est-ce que chacun peut apporter? Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui... Donc il y a une vision universelle, il y a un universalisme de la pensée de Benabi. Benabi se projette au-dessus des civilisations historiques. Et donc, quelle est cette idée? Est-ce qu'on peut parler d'un idéal humaniste ou universel chez Benabi? Alors lui, il considère qu'il y a un humanisme musulman, qui est différent de l'humanisme qui a émergé en Occident. Il a une caractéristique, c'est qu'il y a une transcendance et une verticalité. Alors que l'humanisme en Europe, petit à petit, a fait en sorte que cette transcendance n'existe plus, ou en tout cas soit mise de côté. Lui, il ne peut pas envisager un humanisme musulman sans transcendance. Donc ça, il le rappelle et il insiste beaucoup là-dessus. Ensuite, dans cette civilisation humaine, donc qu'est-ce que l'islam et les musulmans peuvent apporter dans cette civilisation humaine? Troisième des choses, il est dans une forme de cosmopolitisme. Il est dans une forme d'une espèce d'une civilisation humaine un peu cosmopolite, où chacun pourrait contribuer. Et en même temps, puisque c'est un penseur, c'est un intellectuel religieux, pour lui, l'islam est la religion de la fin des temps. Et donc, finalement, cette vision cosmopolite de la civilisation humaine, sa réflexion sur la civilisation humaine, rejoint l'eschatologie musulmane. Donc c'est la mission de l'islam de porter cet universalisme. C'est intéressant parce que chez Hegel, par exemple, c'était l'Occident chrétien qui avait cette mission de porter l'esprit, qui prenait conscience de lui-même dans l'histoire et qui était le terme de cette histoire, hein, avec une eschatologie chrétienne. Donc là, est-ce que vous êtes en train de dire que chez Benabi, c'est l'islam en tant que dernière religion, en tant qu'ultime révélation, qui peut porter cet universalisme et cet humanisme cosmopolite? L'islam, clairement. L'unique, je ne pense pas. Parce qu'il pense également que chaque tradition religieuse, chaque civilisation peut se réformer. Par contre, il considère qu'il y a deux religions qui disposent de ressources spirituelles immenses. C'est le monde musulman et l'hindouisme. Et qu'en dehors de ces deux gros viviers réservoir spirituel, pour le judaïsme, c'est limité, historiquement, et ça peut se comprendre. Le christianisme
est en difficulté face à une pensée sécularisée, athée, et que lui-même a perdu beaucoup de ses ressources au cours de l'histoire, mais que l'islam, de par même sa position géographique, entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe, a un rôle extrêmement dynamique à jouer pour la fin de l'histoire, si on veut reprendre un titre célèbre. Alors Jamel, peut-être un mot sur les maîtres à penser de Ben Nabi, s'il en a eu. Est-ce que vous identifiez des penseurs, des intellectuels qui ont exercé une influence importante sur son œuvre, et peut-être une question subsidiaire, a-t-il eu des correspondances ou des rapports épistolaires ou autres avec des intellectuels de son temps, que ce soit des intellectuels musulmans ou non, voire même a-t-il eu des polémiques avec des intellectuels de son temps? Alors, parmi les influences concernant Malik Ben Nabi, on a déjà Ibn Khaldoun, la Muqaddima, qu'il lit quand il est adolescent, Ahmed Rida, qui est un penseur des jeunes turcs, qui a toute une réflexion, notamment la faillite morale de l'Occident, un ouvrage qui est extrêmement intéressant à lire. On a également Mohamed Abdou, Risalat al-Tawhid, donc sur le plan, on va dire, plus théologique. Après, je l'ai rappelé tout à l'heure, il a lu également beaucoup sur la philosophie occidentale, la philosophie indienne, etc. Mais voilà, on va dire que les trois gros livres... On dit souvent que Nietzsche a exercé une influence sur lui. Est-ce qu'il y a des philosophes comme ça, européens, qui ont exercé une influence? On peut citer Nietzsche. D'ailleurs, il dit qu'effectivement, Nietzsche l'a peut-être poussé à ne pas être marxiste. Voilà. Mais pour moi, si on devait en retenir trois, Ibn Khaldoun, la Muqaddima, Ahmed Rida, la faillite morale de l'Occident, et Risalat al-Tawhid de Mohamed Abdou. Premier point. Deuxième point, maître à penser. Il dédicace son premier livre, Le phénomène coranique, à Mohamed Ben Saï, qui était un élève de Louis Massignon, donc qui a passé une thèse dans les années 30, et ils sont énormément liés d'amitié, et il considère que c'est lui qui lui a emboîté le pas pour venir s'intéresser aux questions du monde musulman. Donc c'est lui qui lui aurait mis le pied à l'étrier. Ensuite, est-ce qu'il a eu des polémiques avec des intellectuels ou des échanges cordiaux avec des intellectuels ou de son non temps. cordiaux. Il a eu déjà donc un différend avec le Cheikh Ben Badis, je l'ai rappelé en 1936. Dit, ouais. Mais il a eu d'autres. Il est contemporain d'un Sayyid Qutb, par exemple. Et il a eu une vraie polémique avec Sayyid Qutb, qui avait écrit dans un livre vers la société musulmane civilisée, et il s'est rétracté, il a enlevé le mot civilisé. Et pour Ben Nabi, c'est un crime de lèse-majesté que d'enlever le mot civilisé, qui est le cœur même de sa réflexion. Pour lui, s'il avait maintenu le titre vers la société musulmane civilisée, c'est-à-dire que finalement, on est dans un processus dynamique, où on passe d'une situation un peu de léthargie, de déclin, vers quelque chose de civilisationnel. Or, le fait d'enlever le mot civilisé chez Sayyid Qutb, ça veut dire que finalement la société musulmane est civilisée intrinsèquement. Et pour lui, il considère que non. C'est une dynamique. Mais si vous dites que c'est intrinsèque, finalement, vous justifiez tout, même la médiocrité. Pas d'autocritique, d'absence d'autocritique. Pas d'autocritique, etc. Et donc, Sayyid Qutb prendra très mal cette critique. Il lui rappellera dans un de ses livres, notamment Les jalons sur la route. Ouais. Et voilà, une polémique. Il a rencontré également Maoudoudi, donc un contemporain qui est à peu près sur la même ligne que Sayyid Qutb. Pakistanais, voilà, idéologue pakistanais. Idéologue pakistanais, ouais. Qui est le père de l'islamisme pakistanais, si on peut. Exactement, et qui a beaucoup influencé Sayyid Qutb. Et il va l'écouter. Donc il relate un événement dans ses mémoires, et il va faire un commentaire dans ses mémoires en disant que finalement sur le constat du déclin de la société musulmane, on est d'accord, sur les facteurs internes, on est d'accord, mais il dit une chose qui est où là, il prend clairement ses distances, c'est que finalement, il dit, il n'a pas l'air de dépasser ce simple constat, et qu'il ne fait ni un diagnostic profond, ni il ne propose des véritables remèdes. Il n'y a pas de projection dans un avenir. Pas de projection. D'accord.
L'association les frères musulmans lui en voudront beaucoup également, même après la mort de Saïd Qutb, déjà pour avoir critiqué leur idéologue, et d'avoir une proximité avec le régime nassérien. Des oulémas d'El Azhar, par exemple, on lui en voudra. On lui en voudra. Donc pas pour sa pensée elle-même, mais plutôt pour les critiques avec Saïd Qutb. Exactement, sa proximité avec le le pouvoir nassérien. Donc voilà, il va y avoir un certain nombre de polémiques. Après, est-ce qu'il a eu l'occasion de côtoyer les plus grands leaders de son époque? Oui, il les a conseillés. Maintenant, est-ce que ça s'est traduit sur des actions politiques concrètes? Non. Est-ce que les disciples qui vont arriver derrière, est-ce qu'ils ont réussi à mettre en place un mouvement qui va porter ses idées, qui va les traduire socialement, politiquement, économiquement? Non plus. Donc on va avoir des disciples, je pense à Rachid Ben Aïssa, plus jeune, on va avoir le frère, donc Omar Ben Aïssa, Abdelrahman Ben Amara, Nourdine Boukro, on va avoir d'autres également disciples, même en Égypte, au Liban, je pense à Al-Meskawi également. Donc on va avoir des disciples. Mais le problème, c'est que ce sont des disciples qui, semble-t-il, restent quand même plutôt isolés. Et donc il n'y a aucun État, aucun mouvement idéologique, aucun mouvement intellectuel qui va reprendre les idées de Malik Benabi pour avoir une approche critique ou tout simplement les traduire en actions sociales, éducatives, politiques, concrètes sur le terrain. Des instituts Benabi dans le monde musulman ou pas? Alors, vous posez une vraie question. En Algérie, je crois, non? Moi, c'est ma thèse. D'accord. Il fait un voyage aux États-Unis dans les années 70. Il rencontre beaucoup de gens, mais il ne cite pas tout le monde. Et je pense que parmi les instituts et les institutions qu'il va influencer, on a Triple IT, l'Institut international de la pensée islamique aux États-Unis, où on a tout un courant de pensée autour d'Ismaïl el-Farouqi, autour de l'islamisation des savoirs, qui va à un moment donné prendre en charge un peu cette réflexion. D'accord. Pour justement essayer d'apporter un courant distinct au sein de la pensée islamique, qui ne soit plus dans le niveau sunnite, chiite, soufi, salafi, transversal, qui soit transversal et qui soit à un niveau intellectuel et un niveau idéologique qui puisse aussi en interne concurrencer le chiisme révolutionnaire donc la révolution iranienne. Révolution iranienne en 79. Il faut le rappeler, donc prise en charge par ces étudiants, cette mouvance aux États-Unis, qui vont se faire financer par les monarchies, les pétromonarchies, à partir des années 80, puisqu'il faut trouver une pensée idéologique solide, une alternative au sein même on va dire des mouvements idéologiques de l'islam, qui puisse un peu contrecarrer l'influence de l'idéologie iranienne post-révolutionnaire. Donc c'est pour ça qu'il revient. Pas transversal que ça finalement. Ça restait quand même indexé à un rapport conflictuel. C'est une instrumentalisation au sens premier du terme de la pensée de Malik Benabi, parce qu'en contexte sunnite, la version Sayyid Qutb el Maoudidi, elle ne peut plus apporter. Au début des années 80, 79, 80, 81, elle ne peut plus apporter de réponse face à une nouvelle offre idéologique. Et donc, c'est pour ça qu'elle va intéresser beaucoup, et c'est pour ça qu'on va financer des instituts comme l'Institut international de la pensée islamique, l'ICESCO, un certain nombre d'institutions islamiques qui vont reprendre Benabi, parce qu'en contexte sunnite, il fait partie l'un des ceux qui peut apporter encore quelque chose d'autre, de fédérateur, et dans un contexte de civilisation humaine. Alors pour finir cette émission, Jamel, peut-être faire un bilan critique de la pensée de Malik Benabi, dont vous avez évoqué plusieurs idées phares de son œuvre. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette pensée de Malik Benabi? Peut-elle encore nous aider à affronter les défis contemporains qui sont les nôtres? La pensée de Benabi a-t-elle dépassé les conditions de sa production historique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il y a encore beaucoup d'idées. C'est une pensée aujourd'hui qu'il faut étudier.
je pense avec un recul, il faut peut-être un peu sortir, tout en replaçant Malek Bennabi dans son contexte algérien sur le plan historique, mais sur le plan des idées, il faut un peu qu'il sorte un peu du contexte algérien pour analyser en fait ses idées. Voir également une critique qu'on peut lui adresser, et ça reste une question que je me suis posée au cours de mon travail de recherche, c'est pourquoi en lisant Ibn Khaldoun, a-t-il fait le choix de l'idée religieuse comme moteur de l'histoire et pas la Rassabiyya? Pourquoi n'a-t-il pas fait de l'esprit de corps le moteur de l'histoire? Moi, ça, c'est une véritable question, parce qu'en vérité, même les perspectives en termes de pensée ne sont pas du tout les mêmes. Ça, c'est mon premier questionnement. La deuxième des choses, c'est qu'effectivement, le problème, c'est que Malek Bennabi, avec une précarité affective, une vie très difficile, il y a très peu eu de gens contemporains qui ont lu sa pensée, qui ont pu lui apporter une pensée critique. Troisième des choses, il n'y a pas eu forcément d'institution, on a pu débattre de ces idées. Donc c'était une pensée idéologique qui était une forme de contribution à la libération nationale, à la fois de l'Algérie mais du monde musulman, dans un contexte de colonialisme. Mais il faudrait aller plus loin. Ses disciples, malheureusement, le bon côté, c'est qu'ils ont fait connaître, ils ont perpétué son souvenir, mais en même temps, aujourd'hui, au-delà de la présentation une présentation, on va dire, où on juxtapose ses idées, il n'y a pas un réel travail critique, on ne va pas assez loin. Il y a des instituts, par exemple 3IT, des gens un petit peu partout dans le monde qui font quand même un travail sur sa pensée. Maintenant, il faudrait peut-être plus de colloques pour travailler un petit peu plus et étudier, partager un petit peu les recherches autour de la pensée de Malek Bennabi. Alors maintenant, pour le contexte de l'islam de France, pourquoi Bennabi il est intéressant pour nous aujourd'hui? La première des choses, c'est qu'il apporte des réponses sur notre propre histoire à nous. Puisque lui, quand il fait des constats sur la société algérienne, mais la société maghrébine de manière générale, ces constats-là précèdent la venue de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents en France. Donc c'est-à-dire que quand nos parents viennent, nos grands-parents viennent en France, ils viennent avec un bagage psychologique. Ils viennent avec des idées mortes, des idées mortelles. On peut en parler, ça. On ne pourra pas épuiser et on pourrait Bennabi dans une émission, c'est sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, lui pose un regard sociologique, psychologique sur finalement cette préhistoire de notre propre histoire. Et donc, si on veut comprendre la situation dans laquelle nous vivons et les interactions entre société d'origine, société française, il faut lire Bennabi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que tout de suite, il donne une perspective de civilisation humaine. Troisième point, c'est qu'il est à la fois dans une double critique et de la civilisation musulmane, ce qu'elle est devenue, mais aussi de la faillite morale de l'Occident. Et donc là, on a quelqu'un qui, dans le contexte d'une pensée islamique contemporaine, va porter un regard occidentaliste sur la société à laquelle nous appartenons. Et c'est quelque chose qui est effectivement très intéressant. Quatrième point, c'est que malgré cette double critique... Donc un penseur de la liberté, finalement. Un penseur de... C'est-à-dire qui ne reste pas soumis à des considérations affectives ou voilà, de refus d'autocritique qui seraient instrumentalisés par l'adversaire. Il y a toujours cette tendance-là qu'on peut observer et qui fait que les intellectuels ne se libèrent pas forcément ou ne trouvent pas le moyen d'exprimer une critique ou une autocritique dans un contexte peut-être de tension, d'adversité. Oui, alors autant lui-même, à titre personnel, c'est quelqu'un qui est très difficile d'accès, c'est quelqu'un qui est très dur, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'amis, qui peut même être très dur dans le débat, mais en même temps c'est quelqu'un qui, dans sa pensée, a une telle envergure qu'elle peut être fédératrice. Et Malek Bennabi, jusqu'en 1953, il envisage encore une société algérienne où musulmans et colons peuvent coexister. Donc pour vous dire également que l'humanisme, c'est pas juste des déclarations de principe, c'est aussi des articles où il s'engage là-dessus. Quand il pense l'afro-asiatisme, il est en train d'essayer de créer du lien entre des pays musulmans et des pays asiatiques et des pays africains. Quand il pense le Commonwealth islamique, il est en train d'essayer de créer aussi une alliance des différents mondes musulmans dans un Commonwealth islamique.
avec une orientation claire, etc., etc. Et en même temps, intellectuellement, il donne, en se plaçant là où il se place, il donne des outils pour critiquer les différentes idéologies. Malek Bennabi, même si c'est une pensée fédératrice, c'est une pensée très engagée. C'est quelqu'un qui déconstruit. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les idéologies à la mode. Et ça, je trouve que c'est effectivement intéressant. Il n'a pas peur, à ce moment, alors que le marxisme est au top, pas peur de s'attaquer au marxisme. Donc, c'est une pensée qui est courageuse. Et là, à l'heure où on est en France, il y a un islam de France qui est là, qui manque de réflexion, qui manque d'orientation claire, il peut nous donner des outils extrêmement clairs pour essayer un peu de déconstruire toutes ces pensées-là, parce que l'islam de France, finalement, c'est un espèce de patchwork de pensées du monde musulman, mais c'est aussi c'est un islam qui est en interaction avec la société française, et donc avec des idéologies séculières. Et donc tout ce travail-là, Malek Bennabi peut être un peu cette arche. Je donnerai un peu cette image en guise de conclusion, un peu cette arche face au flot de différentes idéologies qui créent des vagues et on ne sait plus trop où se positionner. Donc j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à lire les différents ouvrages que j'ai consacrés à Malek Bennabi pour le connaître et surtout aux étudiants, aux cadres musulmans, d'élever le niveau dans les mosquées, dans les instituts. Et pour terminer sur une note positive, dans les mosquées, dans les instituts, il y a je suis de plus en plus sollicité pour donner des séminaires à des cadres musulmans pour se former à la pensée de Malek Bennabi. Donc je pense que de la même manière qu'un Marx qui était allemand, qui a pensé en Angleterre et dont sa pensée s'est réalisée en Russie, peut-être que de la même manière, on pourrait imaginer la pensée d'un Malek Bennabi qui est né en Algérie et qui pourrait donner des fleurs et un très beau jardin en France. C'est une très belle conclusion, Jamel. Je vous remercie encore. Je renvoie notre public à cet ouvrage qui est une très bonne introduction à la vie et à la pensée de Malek Bennabi. Donc Malek Bennabi, une vie au service d'une pensée, aux éditions Al-Bouraq. Merci encore, Jamel, d'avoir accepté notre invitation. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous recevoir pour d'autres débats contemporains. Je remercie notre public de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.